À l'aube du Xe siècle, l'Angleterre anglo-saxonne connaissait une période de relative prospérité sous le règne d'Ethelred, surnommé plus tard le Malavisé. Les royaumes unifiés d'Angleterre s'étaient développés, des villes prospéraient, et une administration efficace avait été mise en place. Mais cette stabilité était constamment menacée par les longs navires venus du nord qui semèrent la terreur sur les côtes britanniques. Les Vikings, ces guerriers scandinaves redoutables, menèrent des raids de plus en plus audacieux et dévastateurs, cherchant non seulement à piller, mais aussi à s'établir de manière permanente sur le sol anglais. Depuis la fin du 8e siècle, ces raids s'étaient intensifiés. Les monastères, avec leurs richesses et leur faible défense, étaient des cibles privilégiées. Les Vikings ne se contentaient plus de frapper et de repartir, ils commençaient à hiverner en Angleterre, à établir des bases permanentes et même à revendiquer des territoires. En 878, le roi Alfred le Grand avait réussi à repousser une invasion massive à la bataille d'Eddington. Mais un siècle plus tard, la menace viking persistait, transformée en une pression constante sur les royaumes anglo-saxons. C'est dans ce contexte de tension permanente que se déroule notre histoire. Une histoire qui illustre parfaitement comment les valeurs chevaleresques et l'honneur, lorsqu'ils sont poussés à l'extrême, peuvent devenir des handicaps mortels face à un ennemi pragmatique et sans scrupules. Au cœur de notre récit se trouve un homme remarquable, Byrhtnoth, Ealdorman, seigneur de l'Essex. Né dans une famille noble, Byrhtnoth avait gravi les échelons du pouvoir pour devenir l'un des plus puissants seigneurs du royaume d'Angleterre. Son influence s'étendait bien au-delà de son comté de l'Essex, et il était considéré comme le bras droit du roi Ethelred. Byrhtnoth incarnait les valeurs de l'aristocratie anglo-saxonne: courage, loyauté, générosité et surtout honneur. Les chroniques de l'époque le décrivent comme un guerrier imposant, à la fois physiquement et par son charisme. Il avait déjà prouvé sa valeur au combat lors de précédentes confrontations avec les Vikings, et sa réputation de chef intrépide était bien établie. Mais cette réputation reposait aussi sur un trait de caractère qui allait se révéler fatal: un sens de l'honneur si rigide qu'il frisait l'arrogance. Pour Byrhtnoth et ses contemporains, la guerre n'était pas seulement une question de victoire ou de défaite. C'était un théâtre où se jouaient des questions de statut, de réputation et d'honneur personnel. Un vrai guerrier ne devait jamais reculer, jamais refuser un défi, jamais chercher un avantage déloyal. Cette conception chevaleresque du combat allait directement s'opposer à la pragmatique brutalité des envahisseurs scandinaves. Face à lui se tenaient les Vikings, menés par un chef dont le nom ne nous est pas parvenu avec certitude, mais dont les tactiques révélaient une approche radicalement différente de la guerre. Pour ces guerriers du Nord, le combat n'avait pas de code moral. Il s'agissait de gagner par tous les moyens, d'utiliser la ruse, la surprise et tout avantage tactique pour l'emporter. Leur objectif était simple: s'emparer des richesses de l'Angleterre et, si possible, s'y installer durablement. Ce jour d'août 991, la marée basse a révélé une flotte viking impressionnante dans l'estuaire de la Blackwater, près de la ville de Maldon, dans l'Essex. Les navires, aux voiles carrés et aux coques peintes, s'étaient échoués sur la rive de Northey Island, une petite île accessible à marée basse par une chaussée étroite. Les guerriers scandinaves débarquaient maintenant, leurs boucliers circulaires brillant sous le soleil anglais, leurs casques et leurs armures d'acier scintillant. Le nombre exact des envahisseurs nous est inconnu, mais les chroniques suggèrent une force considérable, probablement plusieurs milliers d'hommes. C'était une armée d'invasion, pas simplement un raid de pillage. Ces Vikings étaient bien organisés, disciplinés et menés par des chefs expérimentés qui connaissaient les faiblesses de leurs adversaires. La nouvelle de leur arrivée se répandit rapidement dans la campagne environnante. Des messagers chevauchèrent à toute vitesse pour alerter Byrhtnoth, qui se trouvait probablement dans sa résidence principale. Sans hésiter, le seigneur de l'Essex rassembla ses forces, sa garde personnelle, les guerriers de son comté et tous les hommes valides capables de porter les armes. Byrhtnoth savait que la situation était critique. Les Vikings avaient choisi leur point de débarquement avec soin. Northey Island était une position défensive naturelle, protégée par les eaux de l'estuaire. La seule voie d'accès, la chaussée, était submergée à marée haute, ce qui signifiait que les Vikings ne pouvaient être attaqués que lorsque la marée était basse, et même alors,
seulement par un étroit passage où leur supériorité numérique serait moins efficace. Byrhtnoth arriva rapidement sur les rives de l'estuaire avec ses troupes. Il installa son camp sur la rive opposée à Northey Island, faisant face aux Vikings. La marée était haute et les eaux de l'estuaire séparèrent les deux armées, créant une impasse temporaire. Les Vikings ne pouvaient pas traverser et les Anglo-Saxons ne pouvaient pas les attaquer sur leur île. C'est alors que les Vikings firent la première move. Un émissaire se dirigea vers la rive anglo-saxonne, probablement dans un petit bateau, ou peut-être en nageant lorsque la marée commença à baisser. Cet émissaire portait un message de leur chef. Les Vikings demandaient un tribut, ce que les Anglo-Saxons appelaient le Danegeld. En échange d'une somme considérable d'argent, ils s'engageraient à repartir sans combattre. Cette pratique était courante à l'époque. Plutôt que de risquer une bataille coûteuse en vies humaines, de nombreux seigneurs et même le roi préféraient payer les Vikings pour les faire partir. C'était une forme de protection raquette à grande échelle, mais souvent considérée comme le moindre mal. Mais Byrhtnoth n'était pas de ceux qui préfèrent l'argent à l'honneur. Sa réponse, telle que rapportée dans le poème « La bataille de Maldon », fut catégorique. Il déclara qu'il préférerait mourir plutôt que de payer un tribut à des païens. Il dénonça la cupidité des Vikings et leur manque de courage, les défiant de venir se battre plutôt que de demander de l'argent. Cette réponse était typique de Byrhtnoth, fière, inflexible et peut-être imprudente. En refusant de négocier, il s'engageait dans une confrontation directe avec une force ennemie potentiellement supérieure en nombre et en expérience. Alors que la marée continuait de baisser, la chaussée reliant Northey Island à la rive principale commença à émerger progressivement. Bientôt, un passage étroit devint praticable. C'était le moment crucial. Les Vikings allaient devoir traverser ce passage pour engager le combat, et pendant cette traversée, ils seraient vulnérables. Une tactique évidente s'offrait à Byrhtnoth. Il pouvait positionner ses meilleurs guerriers au bout de la chaussée, créant un barrage infranchissable. Les Vikings seraient contraints d'attaquer un par un ou en petits groupes, désavantagés par l'étroitesse du passage. C'était une opportunité tactique parfaite pour neutraliser l'avantage numérique de l'ennemi, mais c'est ici que le sens de l'honneur de Byrhtnoth joua contre lui. Selon le poème qui relate la bataille, Byrhtnoth prit une décision qui allait sceller son sort et celui de ses hommes. Il ordonna à ses troupes de reculer, laissant les Vikings traverser la chaussée et s'organiser sur la rive principale. Les raisons exactes de cette décision nous sont inconnues, mais plusieurs hypothèses ont été avancées par les historiens. La plus courante est que Byrhtnoth considérait comme déshonorant d'attaquer un ennemi désavantagé. Pour lui, une vraie bataille devait se dérouler à champ ouvert, où les deux adversaires pouvaient déployer leurs forces pleinement et équitablement. Attaquer les Vikings pendant qu'ils traversaient un passage étroit aurait été, à ses yeux, un acte de lâcheté. Une autre possibilité est que Byrhtnoth était simplement trop confiant. Peut-être pensait-il que ses forces étaient supérieures, ou que son expérience et celle de ses guerriers l'emporteraient sur la fureur désorganisée des Vikings. Il avait déjà repoussé des raids vikings par le passé, et peut-être sous-estimait-il la force et l'organisation de cette armée particulière. Quelle que soit sa motivation, cette décision allait s'avérer désastreuse. En permettant aux Vikings de traverser sans opposition, Byrhtnoth leur donnait l'avantage tactique qu'ils n'auraient peut-être jamais pu obtenir par eux-mêmes. Une fois sur la rive principale, les Vikings se déployèrent rapidement en formation de combat. Leurs boucliers se soudèrent en une muraille protectrice, leurs lances pointèrent vers l'avant et leurs archers prirent position à l'arrière. C'était une armée disciplinée, prête au combat. Face à eux, les forces de Byrhtnoth s'organisèrent également. Au centre se tenaient les guerriers professionnels de Byrhtnoth, équipés du meilleur matériel que pouvait offrir l'Angleterre anglo-saxonne. Boucliers ronds, casques, cottes de mailles et des armes de qualité. Sur les flancs se trouvaient les levées locales, des fermiers et des artisans appelés sous les drapeaux, moins bien équipés mais déterminés à défendre leurs terres. La bataille commença par un échange de projectiles. Flèches, javelots et pierres volèrent entre les deux lignes. Puis avec un cri de guerre qui résonna sur les rives de l'estuaire, les deux armées s'élancèrent l'une contre l'autre. Le choc fut brutal. Le bruit du métal sur le métal, les cris des blessés et des mourants, les ordres hurlés par les chefs. Tout cela créa une cacophonie de violence. Les lignes se heurtèrent, se brisèrent, se reformèrent. Les guerriers tombaient,
remplacés par ceux qui se tenèrent derrière. Byrhtnoth se tenait à l'avant de ses troupes, comme il se devait pour un chef de son rang. Il menait par l'exemple, son épée levée, sa voix encourageant ses hommes. Il était une cible visible, mais aussi un symbole puissant de la résistance anglo-saxonne. Les premières heures de combat furent acharnées, mais aucune des deux armées ne parvenait à prendre un avantage décisif. Les techniques de combat des deux camps étaient similaires, des murs de boucliers contre lesquels venaient se briser les assauts, suivis de poussées individuelles lorsque des brèches apparaissaient dans les lignes ennemies. Cependant, la supériorité numérique des Vikings commençait à se faire sentir. Alors que les guerriers anglo-saxons tombaient, il y avait moins de réservistes pour les remplacer. En revanche, les Vikings semblaient avoir des réserves inépuisables, de nouvelles lignes de guerriers prenant la place de ceux qui étaient tombés. De plus, l'expérience des Vikings en matière de combat se révélait un atout majeur. Beaucoup d'entre eux avaient combattu dans toute l'Europe, de l'Irlande à la Méditerranée, et savaient comment exploiter les moindres faiblesses de leurs adversaires. Le tournant de la bataille survint lorsque Byrhtnoth lui-même fut blessé. Une flèche ou un javelot le toucha à l'épaule, le forçant à reculer momentanément pour recevoir des soins. Sa présence manquante au front créa une brève confusion dans les rangs anglo-saxons, une hésitation que les Vikings exploitèrent immédiatement. Sensing l'opportunité, les Vikings redoublèrent d'efforts, concentrant leurs attaques sur le secteur où Byrhtnoth avait combattu. La ligne anglo-saxonne vacilla, puis commença à céder sous la pression. Malgré sa blessure, Byrhtnoth retourna au combat, refusant d'abandonner ses hommes. Il savait que sa présence était cruciale pour maintenir le moral de ses troupes. Mais son retour fut de courte durée. Un guerrier viking particulièrement habile et audacieux s'approcha de lui, évitant les coups des gardes du corps de Byrhtnoth. Ce guerrier, peut-être un chef viking lui-même, parvint à porter un coup fatal au seigneur de l'Essex. L'épée transperça la cotte de maille de Byrhtnoth, le blessant mortellement. Selon le poème, les derniers mots de Byrhtnoth furent une prière et un encouragement à ses hommes. Il remercia Dieu pour les joies de sa vie terrestre et demanda à ses guerriers de continuer à se battre, de ne pas fuir et de venger sa mort. La nouvelle de la mort de leur chef se propagea rapidement dans les rangs anglo-saxons. Pour beaucoup, c'était le signal que la bataille était perdue. Leur chef, leur protecteur, celui qui les avait menés au combat, était tombé. Le désespoir commença à s'installer. C'est à ce moment que la discipline des forces anglo-saxonnes se brisa. Une partie de l'armée, probablement les levées locales moins entraînées et moins engagées, tourna les talons et s'enfuit. Ils abandonnèrent le champ de bataille, cherchant refuge dans les campagnes environnantes ou dans la ville de Maldon. Cette fuite était compréhensible. Face à un ennemi supérieur en nombre, avec leur chef tué, la poursuite du combat semblait non seulement futile, mais aussi suicidaire. Pour ces hommes, la survie était plus importante que l'honneur. Cependant, tous ne fuirent pas. Un groupe de guerriers, probablement la garde personnelle de Byrhtnoth et les combattants les plus dévoués, refusèrent d'abandonner. Ils se rassemblèrent autour du corps de leur chef tombé, formant un cercle de défenseurs déterminés. Ces guerriers savaient qu'ils allaient mourir. Ils étaient encerclés, en infériorité numérique écrasante, sans espoir de renfort. Mais ils refusèrent de fuir, considérant que ce serait un déshonneur insupportable. Pour eux, mourir aux côtés de leur seigneur était préférable à une vie de déshonneur. Le poème « La bataille de Maldon » nous a transmis les noms et les paroles de certains de ces guerriers. L'un d'eux, un jeune homme nommé Ælfwine, déclara qu'il préférait mourir que de fuir et vivre dans la honte. Un autre, Leofsunu, expliqua qu'il avait promis à son seigneur de ne jamais fuir un champ de bataille et qu'il allait tenir cette promesse. Ces déclarations, bien que peut-être embellies par le poète, reflètent les valeurs de l'époque. La loyauté absolue envers son seigneur, l'importance de tenir ses promesses et la préférence pour une mort honorable plutôt qu'une vie déshonorante. Le combat final de ces guerriers dévoués fut bref mais intense. Encerclés par les Vikings, ils combattirent avec une fureur désespérée. Chaque coup porté était une déclaration de leur détermination. Chaque blessure reçue un témoignage de leur courage. Les Vikings, impressionnés par cette résistance acharnée, offrirent peut-être la vie à ces derniers défenseurs s'ils se rendaient. Mais l'offre, si elle fut faite, fut refusée. Pour ces guerriers anglo-saxons, la reddition n'était pas une option. Un par un, ils tombèrent. Leurs boucliers se brisèrent, leurs épées se cassèrent, leurs corps s'effondrèrent sur le sol sanglant de l'estuaire.
Mais même dans la défaite, ils remportèrent une victoire morale, celle de l'honneur préservé jusqu'au bout. Lorsque le dernier guerrier anglo-saxon tomba, la bataille était terminée. Les Vikings avaient remporté la victoire, mais au prix de pertes considérables. Le champ de bataille était couvert de corps, des deux côtés, témoins silencieux de la violence de l'affrontement. La défaite de Maldon eut des conséquences immédiates et significatives. Sur le plan militaire, c'était un coup dur pour le roi Ethelred et pour le royaume d'Angleterre. Non seulement une force armée importante avait été détruite, mais l'un des plus puissants et des plus expérimentés seigneurs du royaume était mort. Sur le plan politique, la défaite affaiblit considérablement l'autorité du roi. Ethelred, déjà surnommé le Malavisé par les chroniqueurs postérieurs, fut incapable de protéger son royaume contre les envahisseurs. Cette impuissance apparente encouragea d'autres raids vikings qui se multiplièrent dans les années suivantes. Sur le plan économique, les conséquences furent également graves. La région de l'Essex, l'une des plus riches d'Angleterre, avait été dévastée. Les terres avaient été pillées, les récoltes détruites et de nombreux habitants tués ou réduits en esclavage. Mais la conséquence la plus ironique fut peut-être la décision du roi Ethelred de payer un tribut aux Vikings. Après la défaite de Maldon, le roi conclut un accord avec les envahisseurs. En échange de 10 000 livres romaines d'argent, les Vikings s'engagèrent à cesser leurs raids et à quitter l'Angleterre. Cette décision était l'exact opposé de ce que Byrhtnoth avait choisi de faire. Le seigneur de l'Essex avait préféré mourir plutôt que de payer un tribut, considérant cela comme un acte de lâcheté et de déshonneur. Le roi, au contraire, choisit la voie pragmatique, préférant payer pour éviter d'autres combats. Ce paiement, le premier Danegeld important enregistré dans l'histoire anglaise, établit un précédent dangereux. Il montra aux Vikings que l'Angleterre était prête à payer pour éviter les combats, ce qui encouragea encore plus de raids dans les années suivantes. Chaque raid était suivi de négociations, et chaque négociation se terminait par un paiement, créant un cycle vicieux de raids et de tributs. Malgré sa défaite, la bataille de Maldon est restée dans la mémoire collective anglaise comme un exemple de courage et d'honneur. Cet héritage doit beaucoup au poème « La bataille de Maldon », composé probablement peu après les événements qu'il décrit. Ce poème, rédigé en vieil anglais, est l'une des sources les plus importantes que nous ayons sur la bataille. Bien qu'il embellisse certainement les événements et exagère peut-être certains aspects, il capture l'esprit de l'époque et les valeurs qui animaient les guerriers anglo-saxons. Le poème met particulièrement l'accent sur le concept de comitatus, le lien de loyauté entre un seigneur et ses guerriers. Ce lien était au cœur de la société anglo-saxonne. Le seigneur protégeait et récompensait ses guerriers, et en retour, ceux-ci lui devaient une loyauté absolue, jusqu'à la mort si nécessaire. La bataille de Maldon est souvent présentée comme l'illustration parfaite de ce concept. Byrhtnoth, en tant que seigneur, mena ses hommes au combat et mourut à leur tête. Ces guerriers, en retour, restèrent à ses côtés même lorsque tout espoir était perdu, préférant mourir avec leur seigneur plutôt que de vivre dans le déshonneur. Cette vision romantique de la bataille a influencé la manière dont l'événement a été perçu au fil des siècles. Malgré la défaite militaire, la bataille est devenue un symbole de résistance, de courage et d'honneur face à un ennemi implacable. La bataille de Maldon soulève des questions fondamentales sur la nature de l'honneur et son rôle dans la conduite des affaires humaines, particulièrement en temps de guerre. L'honneur, tel que le concevaient Byrhtnoth et ses contemporains, était un code de comportement strict qui dictait les actions d'un guerrier et d'un seigneur. Cet honneur exigeait qu'on ne refuse jamais un défi, qu'on ne recule jamais face à l'ennemi et qu'on ne cherche jamais un avantage déloyal. C'était un idéal noble qui encourageait le courage et la loyauté, mais qui pouvait aussi devenir un handicap mortel face à un ennemi qui ne partageait pas les mêmes valeurs. Les Vikings, en revanche, étaient pragmatiques. Pour eux, le but était de gagner, par tous les moyens nécessaires. Ils n'hésitaient pas à utiliser la ruse, la surprise ou tout avantage tactique pour l'emporter. Cette approche, bien que moins noble selon les critères anglo-saxons, s'avérait souvent plus efficace sur le champ de bataille. La décision de Byrhtnoth de laisser les Vikings traverser la chaussée sans opposition est l'exemple parfait de ce conflit entre honneur et pragmatisme. En agissant ainsi, il respectait son code d'honneur, mais il mettait ses hommes et lui-même en danger.
Les Vikings, de leur côté, n'auraient probablement pas hésité à attaquer les Anglo-Saxons dans une situation similaire. Cette tension entre l'honneur et le pragmatisme n'était pas limitée à la bataille de Maldon. Elle se retrouve tout au long de l'histoire militaire, où les codes de conduite chevaleresque se heurtent souvent aux réalités brutales de la guerre. La question reste ouverte. Jusqu'où doit-on pousser l'honneur avant qu'il ne devienne une forme de suicide? La bataille de Maldon s'inscrit dans un contexte plus large de l'histoire anglaise. La lutte séculaire entre les Anglo-Saxons et les Vikings pour le contrôle de l'Angleterre. Cette lutte, qui dura près de 3 siècles, façonna profondément l'identité anglaise. Les premiers raids vikings sur l'Angleterre remontent à la fin du 8e siècle avec l'attaque du monastère de Lindisfarne en 793. Au cours des siècles suivants, les raids se multiplièrent, évoluant progressivement vers des tentatives d'invasion et de colonisation. Au milieu du 9e siècle, une grande partie de l'Angleterre du Nord et de l'Est était sous contrôle viking, une région connue sous le nom de Danelaw. Le roi Alfred le Grand avait réussi à repousser cette invasion et à unifier une grande partie de l'Angleterre sous son autorité, mais la menace viking persistait. La bataille de Maldon eut lieu à la fin de cette période de conflit. Moins d'une décennie plus tard, en 1003, le roi danois Sven, à la barbe fourchue, envahit l'Angleterre et força le roi Ethelred à l'exil. Bien qu'Ethelred revienne brièvement au pouvoir après la mort de Sven, son fils Edmond Côte de Fer ne régna que quelques mois avant de mourir, laissant le trône à Knut le Grand, fils de Sven. Knut régna sur l'Angleterre pendant près de 2 décennies, unifiant les royaumes d'Angleterre, de Danemark et de Norvège. Après sa mort, l'Angleterre revint brièvement sous le contrôle de la maison de Wessex, avec le roi Édouard le Confesseur, mais la lignée anglo-saxonne s'éteignit avec sa mort en 1066. Cette année-là vit 2 invasions successives. D'abord celle de Harald Hardrada, roi de Norvège, qui fut vaincu à la bataille de Stamford Bridge, puis celle de Guillaume de Normandie, qui triompha à la bataille d'Hastings. Ironiquement, Guillaume était lui-même descendant de Vikings, qui s'étaient établis en Normandie un siècle plus tôt. Dans ce contexte historique plus large, la bataille de Maldon peut être vue comme l'un des derniers soubresauts de la résistance anglo-saxonne contre les Vikings. Bien que la bataille se soit terminée par une défaite, elle symbolise l'esprit de résistance qui animait les anglo-saxons face à leurs envahisseurs. Au-delà de son importance historique, la bataille de Maldon a laissé une marque durable dans la littérature et la culture anglaise. Le poème « La bataille de Maldon » est considéré comme l'un des chefs-d'œuvre de la poésie en vieil anglais, au même titre que des œuvres comme Beowulf ou Le Voyageur. Ce poème, bien que fragmentaire, le début et la fin manquent, offre une vision vivante et poignante de la bataille. Il capture non seulement les événements eux-mêmes, mais aussi les émotions des combattants, leurs discours et les valeurs qui les animaient. Le style direct et énergique du poème, avec ses formules allitératives et ses descriptions vivantes, en fait une œuvre d'une puissance littéraire remarquable. Le poème a été redécouvert et publié pour la première fois au XVIIIe siècle, et depuis, il a fait l'objet de nombreuses études et analyses. Il est aujourd'hui enseigné dans de nombreuses universités comme un exemple important de la littérature anglo-saxonne et comme une source historique précieuse. La bataille de Maldon a également inspiré des œuvres plus modernes, des romans historiques, des poèmes, des pièces de théâtre et même des chansons ont été créées sur ce thème. Ces œuvres explorent souvent les thèmes de l'honneur, du sacrifice et de la confrontation entre différentes cultures et valeurs. Plus récemment, la bataille a été représentée dans des documentaires historiques et des séries télévisées sur l'ère viking. Ces représentations modernes, bien que parfois moins fidèles sur le plan historique, contribuent à maintenir vivante la mémoire de cet événement et à le faire connaître à un public plus large. Que pouvons-nous apprendre de la bataille de Maldon, plus de 1000 ans après qu'elle se soit déroulée? Bien que le contexte ait changé, certaines leçons restent impertinentes. D'abord, la bataille nous rappelle l'importance de l'adaptabilité tactique. Byrhtnoth, en s'en tenant rigidement à son code d'honneur, manqua une opportunité tactique cruciale. Dans n'importe quel domaine, que ce soit militaire, commercial ou personnel, la capacité à s'adapter aux circonstances changeantes est essentielle pour le succès. Ensuite, la bataille illustre les dangers de la surestimation de ses propres capacités. Il est possible que Byrhtnoth ait sous-estimé la force et l'organisation des Vikings,
le conduisant à prendre des risques injustifiés. Cette leçon s'applique à de nombreuses situations où la confiance en soi peut se transformer en arrogance. Enfin, la bataille de Maldon nous interroge sur la place de l'honneur dans nos sociétés modernes. Si nous n'avons plus les mêmes codes d'honneur que les anglo-saxons, nous avons toujours des principes et des valeurs qui guident nos actions. La question de savoir jusqu'où nous devons aller pour défendre ces principes, même lorsque cela va à l'encontre de nos intérêts matériels, reste pertinente. La bataille de Maldon se termine par une défaite militaire pour les anglo-saxons, mais aussi par une victoire morale pour ceux qui choisirent de rester et de se battre jusqu'au bout. Cette dualité entre défaite et victoire est au cœur de la manière dont l'événement a été mémorisé. Byrd note, en faisant preuve d'un honneur si rigide qu'il en devint un handicap, commit une erreur tactique qui coûta la vie à ses hommes et à lui-même. Pourtant, son refus de céder au chantage des Vikings et sa détermination à défendre ses terres et son peuple jusqu'à la mort incarnent un idéal de courage et de sacrifice qui continue d'inspirer. Les guerriers qui restèrent à ses côtés après sa mort, sachant qu'ils n'avaient aucune chance de survie, illustrent la loyauté et le dévouement qui étaient au cœur de la société anglo-saxonne. Leur sacrifice, bien que militairement inutile, est devenu un symbole puissant de l'honneur et de la fidélité. La bataille de Maldon nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement une succession de victoires et de défaites, mais aussi un théâtre où se jouent des questions de valeurs, d'idéaux et de principes. Et parfois, comme ce jour d'août 991 sur les rives de l'estuaire de la Blackwater, l'honneur d'un seigneur peut conduire à la défaite, mais aussi à une forme d'immortalité.